Il y a de l'eau, mais il y a aussi du sel, il y a de la matière organique, il y a beaucoup d'ingrédients que l'on trouve dans une comète. Ces ingrédients viennent du fait qu'il y a un océan sous la surface d'eau et que cet océan est en contact direct avec le noyau de silicate d'Encelade. Donc on retrouve une configuration que l'on connaît sur Terre, le fond des océans marins, et que l'on retrouve aussi sans doute sur la Lune, à l'intérieur de la Lune Europe, lune de Jupiter. Donc il y a deux lunes que l'on connaît pour l'instant, qui ont cette configuration particulière, une couche de glace, une couche d'eau liquide, et cette couche d'eau liquide est en contact direct avec la roche. Donc il y a un fort intérêt pour étudier de façon plus approfondie ces lunes, puisqu'on pourrait y retrouver une certaine forme de la présence de ce que l'on voit à l'intérieur des fonds marins et qui pourrait permettre d'envisager qu'il y a peut-être une certaine vie, peut-être pas vie, mais en tout cas des conditions pour l'apparition possible de certaines formes de vie primitive dans ces milieux. Donc Encelade et Europe, lune de Jupiter, sont vraiment deux cibles privilégiées pour les missions futures, avec les bons instruments pour étudier le caractère, disons, d'habitabilité de ces milieux. Alors ici, une image de Dione, Épithémée et Prométhée, deux petites lunes, et une vue très faible des anneaux. Image prise le 12 décembre 2011. Alors, l'observation de Saturne, de la Terre, on ne voit bien sûr que le côté éclairé. Cassini, en tournant autour de Saturne, a pu être mis sur des orbites qui ont permis d'observer le côté nuit, une vue qu'on ne peut absolument pas voir de la Terre. Alors c'est une vue récente. Alors, je ne peux pas vous décrire tous les effets d'ombre et de lumière, c'est absolument impossible, parce que c'est vraiment extraordinaire. Bon, par exemple, ici, c'est un éclairage indirect dû aux anneaux qui éclairent le côté nuit de Saturne. En fait, il ne fait jamais nuit du côté nuit de Saturne, puisqu'il y a toujours de la lumière indirecte diffusée par des anneaux. Alors, c'est une image que j'aime bien, parce qu'en fait, l'image que j'ai toujours aimée, la meilleure image pour moi de Saturne, était celle qui a été prise en septembre 2006. Pour moi, c'est l'image de référence. C'était aussi une image du côté nuit, avec cette superbe vue des anneaux, avec la lumière du soleil diffusée par la haute atmosphère. Ici, le soleil, on voit l'image du soleil. Alors, j'ai l'habitude de poser la question, mais là, je ne la vois même pas. Il y a quelque part un petit point, je pense qu'il doit être par ici, mais là, on ne le voit vraiment pas. Et je pose la question, c'est quoi ce petit point? La Terre. C'est nous. C'est nous, oui, c'est nous, voilà, c'est nous. Bon, là, on ne voit pas, mais pour moi, c'est vraiment c'est émotionnel de voir que, vu de Saturne, la Terre, c'est juste un petit point. Ça nous fait quand même pas plus. Alors, je viens d'apprendre aujourd'hui, je n'arrive pas à le croire, que les observations de la mission Kepler américaine, de façon statistique, permettent d'envisager qu'il y aurait 17 milliards de planètes Terre dans notre galaxie. Il y a environ 100 milliards d'étoiles, 17 milliards de planètes Terre possibles. C'est une analyse statistique. Mais c'est vraiment, pour moi, c'était une information assez étonnante, 17 milliards possibles de Terre. Alors imaginez le nombre de terriens à quelques milliards par planète. Alors, une autre vue avec un contraste légèrement différent de même. Alors je passe à l'équinoxe. Donc c'était en août 2009. Donc ici, le Soleil est vraiment dans le plan des anneaux, et les anneaux sont éclairés sur la tranche. Donc on les voit pratiquement pas, sauf
la partie des anneaux qui était rétro-éclairée par l'atmosphère de Saturne. Alors ici, comme on est à l'équinoxe, les deux hémisphères sont éclairés de la même façon. Et en fait, on voit aussi que les anneaux dans l'ombre sont aussi rétro-éclairés. Donc là, c'est l'anneau F que l'on voit briller dans la partie nuit de Saturne. Alors c'est une configuration qui se présente au niveau de Cassini 2 fois par année saturnienne, au niveau de Saturne par contre, 2 fois par année saturnienne, donc environ tous les 15 ans. Et Cassini a eu en quelque sorte la chance d'être là-bas au bon moment pour prendre ce genre d'image. Alors, ce sont de belles images, mais ce sont aussi des images qui permettent de faire des observations très particulières au niveau des anneaux en particulier. Alors, il y a une petite lune, Daphnis, qui est à l'intérieur de cette zone vide et qui interagit avec les anneaux et qui fait des vagues. Alors, j'espère que la technique que j'ai réglée tout à l'heure va bien fonctionner. Alors ici, c'est un petit film qui montre la petite lune Daphnis qui est en orbite légèrement excentrée autour de Saturne et qui crée ces perturbations gravitationnelles. Alors, il y a des vagues en avant de la Lune et il y a des vagues en arrière. Et vraiment, l'étude de ces interactions renseigne énormément sur certaines des propriétés des anneaux. Alors d'autres vues que l'on a un peu déjà vues dans le petit film. Donc toutes ces perturbations sont vraiment dues à l'interaction entre les lunes et les anneaux, et elles n'ont été visibles que dans cette configuration particulière où les anneaux étaient éclairés selon la tranche. Alors, je ne pense pas que ce soit un film, mais l'une des observations qui a été faite est bien illustrée ici. Comme le soleil, les anneaux étaient éclairés sur la tranche, il y avait, en lumière rasante, donc, il y avait des ombres portées, et l'analyse de la longueur, de la dimension de ces ombres a permis de mesurer la hauteur des perturbations. Et en fait, ces perturbations s'élèvent au-dessus des anneaux de plusieurs kilomètres. Alors l'épaisseur des anneaux elle-même est très, très petite, c'est de l'ordre de quelques dizaines de mètres. Mais ces perturbations dues à l'interaction gravitationnelle entre ce petit satellite Daphnis et les anneaux font plusieurs kilomètres de hauteur. Alors d'autres illustrations. Alors par contre, cette lune, je crois que cette lune ne provoque pas de perturbation. Alors il me semble que l'une des raisons, alors par contre on va très bien son nom, l'une des raisons c'est que l'inclinaison de cette lune par rapport aux anneaux est différente de celle-ci, de Daphnis. Alors d'autres superbes illustrations de ces motifs qui sont créés tout le temps, mais qui n'ont été observables que dans la configuration qui était particulière à l'équinoxe. Alors, un petit mot sur ce qui est encore, et j'ai écouté un collègue faire une présentation aujourd'hui, un spécialiste de cette question, la rotation de Saturne est un mystère. Et un mystère qui semble s'épaissir à chaque fois qu'on fait de nouvelles observations. Alors en fait, je vais passer d'abord à cette diapo. Alors, la façon la plus simple de mesurer la période de rotation d'une planète est d'observer la périodicité des émissions radio. Les émissions radio qui sont périodiques parce qu'elles tournent en principe à la vitesse de rotation de la planète. C'est ce que l'on a cru pendant très longtemps, dans la mesure où c'était la mesure de référence de la rotation d'une planète, la mesure de la vitesse de la rotation en radio.
Et alors ici, c'est illustré, l'intensité des observations radio est modulée à une certaine rotation. Alors je dirais même maintenant une certaine rotation, puisque l'on sait que ce n'est pas la rotation de la planète. Alors en fait, ceci a été découvert. Alors les premières observations pour Saturne ont été faites par la mission Voyager, et une dizaine d'années plus tard, je crois, la sonde Ulysse, qui était en orbite autour du Soleil, avait un instrument radio très sensible, et lors de certaines phases de son orbite autour du Soleil, elle a détecté les émissions radio de Saturne. Et à la surprise d'un chercheur, c'est un chercheur français qui est à l'origine de cette découverte, la rotation radio était différente de celle de Voyager. Donc,